Eh bien, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Destination Coquelicot. Aujourd'hui, je suis avec Mona. Salut Mona. Salut Laura. Voilà, petit fou rire, nous avons refait une première fois ce début. Mona, je commence toujours par une question très simple avec mes invités. Peux-tu me dire la dernière destination qui t'a marqué et pourquoi ? Destination de voyage ? Une destination, d'un week-end, d'un voyage, d'une réunion, je ne sais pas, une destination qui t'a marqué. Alors, oui, alors c'est tout simple, hein. C'est une destination dans le centre-Bretagne. C'est un petit village qui s'appelle Trémargat, qui est au milieu de la montagne, qui a été vraiment protégé des développements actuels. Donc, en fait, voilà, c'est un village où il y a plein de parcelles avec des haies, qui est très verdoyant et qui est géré de façon collective par les habitants. Donc, c'est un village qui est très intéressant. Vers les Monts d'Arrée ? Dans les Monts d'Arrée. Dans les Monts d'Arrée. Parfait. Mona, je t'avoue que c'est la première fois que j'interviewe un invité issu d'un labo, et on va vraiment creuser ce qui se cache derrière ce labo. Avant tout, est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours ? Comment on se retrouve responsable de la communication au sein d'un laboratoire comme Labocea ? Alors moi, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le secteur privé, alors que Labocea est un laboratoire public, hein. Dans le secteur privé, j'ai travaillé donc dans les secteurs du livre et de la presse, plutôt scientifique. Donc j'étais déjà habituée un petit peu à cette vulgarisation scientifique et technique. J'ai travaillé aussi pour un organisme parapublic qui s'appelle la Fédération nationale des SAFER, donc qui intervient dans le développement rural. Et puis, après, je suis partie de Paris et je suis allée en Alsace. Et là, je suis devenue responsable communication d'une ville de 20 000 habitants, Saint-Louis. Et là, donc, je suis rentrée dans la fonction publique territoriale. Donc, avec mon double cursus dans le privé, plutôt orienté vers des organismes scientifiques et techniques, et puis mon profil de responsable communication d'une ville, eh bien, en fait, j'avais le profil pour aller vers un laboratoire comme Labocea, qui est une structure hybride, en fait, à la fois avec des salariés qui viennent du public et du privé, donc une double culture, et qui est au service de l'intérêt général, mais en même temps qui développe des services pour les entreprises privées de Bretagne. Est-ce qu'on peut revenir sur l'origine, la création de ce labo ? À quel moment c'est créé et surtout, pourquoi est-ce qu'il a été créé ? Alors, ce laboratoire, il a été créé pour mutualiser en fait les services de plusieurs laboratoires qui existaient déjà en Bretagne. Donc, les fusions ou les regroupements ont commencé en 2007, d'abord dans le Finistère, entre le laboratoire de Brest Métropole et puis le laboratoire départemental du Finistère. Et puis après, il y a le laboratoire départemental des Côtes-d'Armor qui a rejoint Labocea. Et enfin, le laboratoire départemental d'Ille-et-Vilaine qui a rejoint Labocea. Et en fait, les pouvoirs publics locaux ont besoin de s'appuyer sur les analyses de Labocea pour à la fois diriger leur politique publique, prendre leurs décisions, leurs orientations quant à l'économie, mais aussi comme par rapport au soutien en fait de l'agriculture aussi, pour assurer une sécurité sanitaire des troupeaux, mais aussi pour l'eau. Pour pouvoir, donc là c'est plus le tourisme en fait qui est soutenu, pour pouvoir assurer des analyses pour que le public puisse se baigner en toute sécurité par exemple, et aussi pour l'approvisionnement en eau, donc l'eau potable, toutes les questions sanitaires en fait qui sont présentes sur un territoire en fait. Pour assurer la sécurité sanitaire de la population, il y a besoin d'avoir des compétences techniques assez élevées en fait, pour assurer toute cette veille, cette surveillance du territoire et pouvoir réagir rapidement quand il y a, je sais pas, une pollution ou une épidémie sur les troupeaux, etc. En off, tu me disais que le statut de Labocea était un statut public,
Chose que je n'aurais jamais pensé. Est-ce que en quoi en quoi Labocea, le fait que qu'il ait un statut public, moi je trouve ça étrange. On est tellement, on en a parlé entre nous, on pense privé. Pourquoi ça a un statut public ? Parce qu'en fait, on est avant tout au service des collectivités et même de l'État. On travaille beaucoup pour l'État, mais on est avant tout au service des collectivités et de leurs besoins en analyse. À la base, ces laboratoires, ils appartenaient au département principalement. Donc chaque département avait besoin d'avoir un laboratoire local qui permette en fait à la base, c'est surtout né avec les laboratoires vétérinaires en fait. C'était vraiment une aide au développement agricole. Donc en Bretagne, on est une terre d'élevage et à partir des années 50, les élevages ont grossi, mais il a fallu un accompagnement sanitaire pour assurer ce développement en toute sécurité en fait. Parce que bon, il y a à la fois ce qui est très important, la sécurité des élevages, mais aussi on l'a vu avec le Covid, si on laisse des pathologies se développer, etc., il peut y avoir aussi un risque pour la population. Donc en fait, c'était un soutien économique pour la filière de l'élevage, mais aussi un souci sanitaire général pour les populations. Autre petite question, combien il y a de labos ? Est-ce qu'il y a un labo ? Est-ce qu'il y a plusieurs sites ? Comment on arrive Alors, il y a 5 sites. Justement, en fait, on a besoin d'être proche des territoires et on a beau être un seul laboratoire, une seule entité, on a gardé des laboratoires proches de chaque secteur parce que quand, par exemple, on fait une analyse d'eau en microbiologie, bien, l'analyse elle doit être faite dans les 24 heures et il faut qu'on soit très proche du centre de prélèvement, en fait, du lieu de prélèvement, pour pouvoir faire l'analyse dans les temps. Donc, on a besoin d'avoir cette proximité et ce maillage territorial auprès de chaque... Donc, dans chaque département, on a... dans le Finistère, il y a 2 sites. En Ille-et-Vilaine, il y a 2 sites. Et puis, à Ploufragan, donc dans les Côtes-d'Armor, il y a un seul gros site. Voilà. Combien ça... Donc tu parles de différents sites. Ça regroupe combien de personnes à l'année ? Combien de personnes travaillent pour Alors, on est 600 à travailler chez Labocea. C'est vrai qu'il y a tout un travail concernant le prélèvement. On ne fait pas que les analyses, on fait les prélèvements aussi. Donc, on a des voitures qui sillonnent la Bretagne pour aller prélever ou alors récolter chez les cabinets vétérinaires, par exemple, des échantillons. Et après, on a toutes les personnes qui accueillent l'échantillon, qui le classent, qui l'enregistrent, et après qui le dispatchent dans les services concernés. Et puis dans les services, après, on a des personnes qui font le travail d'analyse. Est-ce que la communication est réglementée ? Je fais un peu le comparatif avec, par exemple, le monde des avocats ou de la pharmacie, où voilà, la communication est quand même très réglementée. Est-ce que c'est pareil pour Labocea ? Alors, nous, non, il n'y a pas de réglementation particulière, sauf sur un aspect de notre activité. On fait des autovaccins, donc ça, ce sont des produits pharmaceutiques et effectivement, la communication pour les autovaccins est réglementée. On n'a pas le droit de faire de publicité. Ok. Tout à l'heure, on parlait un petit peu de l'actualité. Et sans rentrer trop dans les détails, j'ai été assez surprise d'apprendre que lorsqu'il y a un échouage ou des échouages de mammifères marins, c'est à Labocea qu'on fait appel. Oui, on a une vétérinaire qui est formée et on a un partenariat avec l'Office français de la biodiversité qui fait que quand il y a un échouage, en fait, l'Office français de la biodiversité les recense tous et souhaite avoir la cause de la mort pour pouvoir comprendre pourquoi ces mammifères s'échouent. Et donc, on a une vétérinaire qui est missionnée à chaque fois pour faire des prélèvements et puis après, notre laboratoire les analyse pour connaître
la cause de la mort du mammifère. Et du coup, qui sont tes clients? Qui sont les clients de Labocea? Je ne sais pas si on peut parler de clients. Oui, on a des clients, bien sûr. Alors, on a les pouvoirs publics, on a l'État qui est notre client. Donc, dans tous les plans de contrôle sanitaire qu'on fait pour l'État, donc c'est l'État qui nous missionne. On a aussi les collectivités. Donc, on fait la surveillance, par exemple, des eaux pour les collectivités, mais aussi les surveillances alimentaires dans les cantines, par exemple, ou dans les EHPAD, enfin, voilà. Et puis après, on a des clients privés, donc notamment santé animale, on va avoir les pouvoirs publics, mais on va aussi avoir le privé comme des abattoirs, des élevages, enfin, en tout cas par l'intermédiaire des vétérinaires qui font appel à nos services. Et donc, est-ce que c'est Labocea qui communique sur ses résultats ou est-ce que Labocea communique dans le sens transmet les résultats aux clients, aux commanditaires, on va dire ça comme ça, ou est-ce que c'est Labocea qui prend la décision de communiquer sur ses résultats? Je sais pas si... Oui, alors c'est absolument pas nous qui communiquons sur les résultats, ce sont nos clients qui sont propriétaires des résultats, ce sont eux qui payent les analyses, donc ils sont propriétaires du résultat de l'analyse et c'est eux qui communiquent comme ils le souhaitent sur leurs résultats. Très clair. Donc forcément, ma question c'est, dans tout ça, c'est quoi ton poste? Comment on communique et sur quoi tu communiques? Tu nous parlais de responsable communication, mais finalement, je comprends que c'est le client ou le commanditaire qui communique parce qu'il est propriétaire du résultat de ses analyses. Donc, finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ton poste? Alors nous, on est beaucoup dans la communication B2B, c'est-à-dire quand on communique envers nos clients ou nos potentiels clients futurs pour expliquer en fait tout ce qu'on est capable de faire pour eux. Tous les services qu'on peut leur proposer, que ce soit au niveau analytique, mais on fait aussi beaucoup de conseils. Et on a des consultants, par exemple, dans le secteur de l'aliment, de l'hygiène alimentaire ou de la réduction du gaspillage alimentaire. On a des consultants aussi pour tout ce qui est eau, mais aménagement urbain. Donc, tout ce qui est aménagement pour, en lien avec l'eau, en lien avec l'assainissement aussi, donc l'eau une fois qu'elle est usée. On a aussi du conseil sur la biodiversité dans les rivières, par exemple. On a des spécialistes en hydrobiologie qui font des analyses de rivières et qui peuvent faire des préconisations pour retrouver la bonne santé d'une rivière, par exemple. Et puis après, autour de nos analyses, on fait du conseil, puisque en fonction des résultats d'analyse, on va pouvoir dire à nos clients ou à nos commanditaires, selon la réglementation, vous êtes là, vous devriez faire ça ou ça. Et ça, toi, c'est ce que tu fais? Ah non, moi, je ne fais pas ça. Mais voilà ce qu'on communique auprès de nos clients. Mais moi, ça, c'est une communication très spécialisée. Ce sont des experts, en fait. On a vraiment, on a un travail d'expertise, en fait, dans nos domaines. Et il y a toute une communication qui est faite par mes collègues envers les clients pour les accompagner dans leurs problématiques sanitaires. Et toi, du coup, en communication, tu communiques au nom du labo, de Labocea, et tu communiques où, en fait? Alors moi, je communique... C'est de l'interne? Alors, je fais beaucoup de communication interne déjà pour que on soit tous au courant de ce qu'on fait, puisqu'on fait plein de choses. On est 600, donc les champs d'action sont très divers. Donc, pour que tout le monde soit au courant un peu de ce qu'on fait et puis des possibilités de travailler ensemble, etc., au sein même de la structure. Mais je communique à l'extérieur, en fait, notamment sur LinkedIn, puisque c'est le réseau social pour le B2B, pour dire, voilà, on fait ça, on a ce nouveau type d'analyse, on fait du conseil là-dessus. Et puis en plus, ce qui se passe, c'est que ça bouge tout le temps parce que les réglementations évoluent. Donc les entreprises ou les pouvoirs publics doivent toujours être à jour par rapport à ces nouvelles réglementations. Et on accompagne aussi nos clients pour qu'ils soient justement conformes à la réglementation quand elle évolue.
Voilà, donc on communique là-dessus, en fait. On communique sur les nouveautés, sur tout ce qu'on est capable de faire pour nos clients. Donc, tu as un gros travail de veille aussi. Oui. Donc, de veille par rapport à ce qui se fait en interne pour pouvoir après l'exposer en externe et expliquer simplement ce qu'on fait. Deux questions qui me viennent. Les différents invités, on a tous remarqué que dans les entreprises, ou en tout cas même dans une association ou un organisme peut-être public, il y a toujours un fonctionnement économique lié un petit peu au monde de l'entreprise. Comment est-ce que le fait de fidéliser les clients ou les commanditaires, est-ce que c'est un sujet ? Est-ce que, en gros, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, comment on fait dans un labo d'analyse pour qu'un commanditaire revienne et soit content ? Il y a bien évidemment, tu vois, nous, dans l'agence, on essaye de faire en sorte que le rendu aille dans le sens du client et qu'il soit vraiment hyper content et que dès qu'il a une autre demande, il pense à nous. Mais dans mon esprit, vous faites une analyse. C'est scientifique, c'est carré. Comment, avec ce truc hyper cadré, vous arrivez à donner envie à un client de revenir vers vous, et donc après, en le fidélisant, finalement, vous avez aussi un fond de roulement qui permet au labo de continuer à fonctionner. Comment est-ce que la fidélisation est un sujet au sein de Labocea, et si oui, comment vous faites ? Alors nous, notre point fort et ce qu'on développe depuis le début, c'est notre expertise et l'accompagnement des clients. C'est-à-dire qu'un laboratoire, effectivement, il est censé donner un résultat d'analyse. Mais nous, en fait, on donne plus que ça, c'est-à-dire qu'on donne du conseil derrière. Et c'est ça qui fait notre plus-value et la qualité de notre prestation, en fait. Et c'est pour ça que les clients reviennent vers nous. On a aussi l'aspect proximité, c'est-à-dire que on a un maillage territorial qui est important. Donc, on a 5 sites sur 3 départements, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les laboratoires. Donc, on a une proximité avec le territoire, on le connaît bien, et on a une expertise qu'on partage avec nos clients. Donc, un accompagnement et des conseils qui ne sont pas nécessairement, effectivement, la mission quand on signe sur le papier. Quand on signe sur le papier, ce n'est pas forcément pour ça qu'on signe. On signe pour un résultat d'analyse. Mais derrière, après, s'ils peuvent comparer, les clients vont voir que ça va au-delà. On va faire des préconisations aussi pour les pouvoirs publics. On va les mettre en alerte sur certains aspects, qu'ils puissent prendre les bonnes décisions ou développer tel ou tel type d'analyse, s'ils doivent être vigilants sur certains produits qui se retrouvent dans les eaux, par exemple. Donc, c'est ça qui fait un peu notre plus-value. C'est l'aspect vraiment accompagnement, service public, en fait. Est-ce que Labocea a une démarche RSE ? Oui, on est dans une démarche RSE. C'est très important et c'est en cohérence complète avec notre ADN, puisque nous, on est au service de l'environnement. On fait de la veille pour justement détecter des éventuels problèmes environnementaux. Et du coup, la RSE, c'est vraiment dans la continuité de notre raison d'être. En quoi... Est-ce qu'on peut dire déjà que Labocea est un laboratoire d'analyse au service de l'environnement ? Oui, tout à fait. Okay. Oui, on est un établissement public de coopération environnementale. Donc, notre statut même nous relie à l'environnement, tout à fait. En quoi, quelle est la spécificité de Labocea ? En gros, on parlait tout à l'heure de privatisation et d'autres entreprises, d'entreprises privées d'analyse. C'est quoi votre marque de fabrique ? Comment vous arrivez à vous différencier ? C'est vraiment le conseil et l'expertise. C'est vraiment ça qui fait qu'on est différent d'un autre laboratoire. On va donner... Donc, c'est pas la thématique, c'est pas une thématique, par exemple, je sais pas, d'analyse de l'eau. C'est vraiment le package. Je fais une analyse, mais derrière, je vous conseille et je vous accompagne. Voilà, c'est ça. Ok. Aujourd'hui, pour le labo, pour Labocea, est-ce que tu saurais me dire quels sont les principaux enjeux actuels ?
Alors, les enjeux, ils sont importants, c'est-à-dire que, ils sont multiples, on va dire, et importants. Nous, on est vraiment là pour assurer ce qu'on appelle le One Health. Donc, c'est en anglais ce qu'on appelle la santé globale. On est à la charnière entre l'environnement, la santé animale et la santé humaine. C'est-à-dire que nos analyses, en fait, elles couvrent des domaines où, tout ça est lié. Et on est sur le terrain et on est en veille par rapport à ça. On est un observatoire, en fait, de l'évolution de l'environnement et des impacts qu'il peut avoir sur la santé humaine ou sur la santé animale, mais comme tout est lié, voilà. Donc, en fait, les enjeux, ils sont de surveiller vraiment un territoire et de faire en sorte que ce territoire puisse affronter éventuellement des crises sanitaires, comme on en a eu par le passé. On a eu le Covid, mais là, on a la grippe aviaire, en fait, qui était assez présente encore et puis qui risque de revenir. Bon, maintenant, il y a les vaccins qui arrivent. Mais voilà, tous ces sujets-là, en fait, on est là pour les affronter. L'enjeu, pour nous, c'est vraiment de maintenir la santé du territoire. On a travaillé avec la Bocea sur un logo éco-conçu. Est-ce que vous attendez aussi de vos partenaires, de vos prestataires, de vos une conscience, une communication responsable? Est-ce que c'est aussi important? Tu parlais de démarche RSE au sein de la Bocea. Est-ce que c'est aussi important d'avoir en face des prestataires ou des fournisseurs, peu importe, mais qui ont aussi cette conscience et qui ont aussi envie d'évoluer dans leur domaine? Oui, pour nous, c'est très important. On est attendu par nos clients sur ce sujet-là. Et donc, on a besoin d'avoir des prestataires qui nous conseillent. Pour le coup, c'est eux qui nous conseillent pour pouvoir mettre en place des solutions qui sont respectueuses de l'environnement, socialement responsables et qui permettent en fait de répondre à tous ces objectifs-là. On est quand même un établissement public, donc on doit aussi, ça va aussi dans cet axe-là, c'est-à-dire qu'on doit faire en sorte d'être un acteur de l'évolution de la société aussi. Et donc, en ayant des prestataires qui s'intéressent à la RSE et qui nous guident et nous accompagnent pour qu'on puisse parfaire notre démarche RSE, effectivement, ça nous permet vraiment d'avancer. Je te propose une pause très très courte avec des questions très simples et très rapides. Est-ce que tu es prête pour ce petit jeu? Oui. Très très difficile. Beurre aux algues ou beurre salé? Beurre aux algues ou beurre salé? Mais les deux sont super bons. Non, je ne peux pas choisir. Génial. Eau douce ou eau salée? Ah, moi j'aime les deux aussi. Bon, je me baigne plus dans la mer, mais l'eau douce c'est sympa aussi. Mais c'est vrai que l'eau salée j'aime bien aussi. Rando ou voile? J'ai fait un peu des deux aussi. C'est difficile de choisir. Actuellement, je fais plus de la rando, mais la voile, j'ai beaucoup aimé aussi. Café ou thé? Ah, par contre, la thé. Petit rat d'opéra ou rat de laboratoire? Rat de laboratoire, quand même. Blouse blanche ou bleu de travail? Nous, c'est plutôt les blouses blanches chez nous. Hein. Ah ouais, c'est vrai que c'est en majorité des blouses blanches. Galette ou crêpe? Ah crêpes, moi je vis dans le Finistère, donc forcément c'est les crêpes. Éprouvette ou épuisette? Ah, mais les deux sont utilisés chez la Bocea parce qu'on a les éprouvettes en labo, mais on a les épuisettes aussi pour aller chercher des petits poissons ou des organismes dans l'eau pour pouvoir les analyser. Donc les deux. Flacon ou flocon? Flacon, parce que le flocon ici, on le voit pas beaucoup. Oui. On aimerait bien de temps en temps en hiver. Et enfin, chocolat ou fruits de saison? Alors, nous, on est plus fruits de saison chez la Bocea parce qu'on prône le bien manger. On accompagne aussi les collectivités dans les cantines pour améliorer le gaspillage alimentaire tout en ayant des repas équilibrés et puis réduire aussi le CO2 dans les assiettes.
mais en ayant toujours une alimentation équilibrée. Donc oui, les fruits, chez nous, c'est important. Merci Mona. Dans 5-10 ans, ça ressemble à quoi la Bosséa ? Il y a quoi ? Est-ce que ça a innové ? Est-ce qu'il y a eu des énormes changements ? Comment tu vois Alors, des énormes changements, je ne pense pas, mais par contre, l'innovation, elle est tout le temps présente chez nous. On est tout le temps en train de suivre les dernières technologies de recherche pour pouvoir se mettre à jour. On fait des partenariats aussi avec d'autres organismes pour être au top des technologies, pour pouvoir assurer les meilleures analyses possibles. Donc, des grands bouleversements, non, je ne pense pas, mais par contre, vraiment, l'innovation, toujours. Donc, on investit dans des machines qui coûtent cher. C'est ça, en fait, qui fait notre dépense principale. On a des machines qui coûtent très cher pour pouvoir assurer des analyses de plus en plus pointues. On cherche des choses de plus en plus précises. Et c'est ça notre façon d'avancer, en fait. Les pouvoirs publics demandent des résultats toujours de plus en plus précis. On découvre des nouvelles molécules, etc. Donc, il faut aller chercher dans l'infiniment petit de façon de plus en plus précise toujours. Et pour ça, il faut des machines toujours plus performantes. Est-ce que vous participez à des colloques ou des rencontres à l'international pour justement échanger, discuter justement autour de l'innovation, de nouvelles machines, de nouvelles... ou est-ce que voilà, vous avez une commande, vous y répondez, ou est-ce qu'il y a vraiment est-ce que vous êtes tourné aussi vers l'international ? Alors, on est tourné vers l'international, pas moi personnellement, mais notre service de recherche et développement, oui, fait des actions à l'international. On a notamment participé à un projet Preventing Plastic Pollution, qui était un projet de recherche entre Européens, entre la France et l'Angleterre sur la Manche, et qui avait pour but d'analyser en fait la source de pollution plastique et de la réduire, et de mettre en place des programmes scientifiques sur des bases scientifiques pour réduire la pollution plastique. Voilà, donc après on peut être sollicité par des pays étrangers sur certaines missions justement liées à cette expertise-là, parce que c'est une expertise qu'on a créée qui est unique en fait, cette expertise dans les microplastiques. Et du coup, quel type de pays, si c'est pas... Là, récemment, j'ai une collègue qui est allée en Chine pour justement étudier un bassin versant, participer à l'étude d'un bassin versant par rapport à ces microplastiques. Dans 5-10 ans, ton métier, il ressemble à quoi ? Est-ce qu'il existe encore ? Je pense qu'il existera encore malgré l'intelligence artificielle qui arrive, parce qu'il faut quand même mettre en place des stratégies, même si peut-être qu'effectivement on sera de plus en plus aidé par les machines qui nous aideront à faire les tâches plus quotidiennes, rédiger des posts ou des articles. Mais je pense quand même que la stratégie, pour le moment, il faut vraiment être dans le réel pour pouvoir la mettre en place. Aujourd'hui, de quoi a besoin la Bosséa ? Est-ce que dans son développement, l'avantage du podcast, c'est qu'il est écouté par des personnes qui n'auraient probablement pas connu ou découvert la Bosséa. Je sais pas, ça peut être un certain type de profil, des subventions, je ne suis pas sûre qu'on les trouve sur le podcast, mais ou des je sais pas moi, des coups de pouce, ou il y a un vrai développement, je sais pas moi, marketing. Est-ce qu'il y a des besoins qui ont été clairement identifiés au sein de la Bosséa ? Alors là, comme ça, j'ai du mal à répondre à ta question. J'avoue que nous, on a surtout besoin d'être... De clients, je ne sais pas. Ouais. Non, mais en fait, on a surtout besoin de maintenir notre activité. En fait, voilà, il n'y a pas de... On cherche pas non plus à se développer internationalement. On est là au service de nos membres fondateurs avant tout, et puis du territoire. Donc voilà, on a besoin d'être à l'écoute du territoire, et puis de voir surtout ce dont le territoire a besoin. C'est plutôt dans ce sens-là en fait qu'on se développe, en fait, plutôt que
d'aller solliciter des aides. Après, des partenariats pour développer... pour se développer dans certaines technologies, nous on en fait, donc oui, on a des partenariats internationaux pour, par exemple là sur le séquençage, sur l'analyse de la microbiote des animaux. On a fait un partenariat avec une entreprise belge qui permet en fait de bénéficier de leur technologie, d'en faire bénéficier nos clients, et eux, ça leur fait mettre un pied aussi chez nous, donc dans une terre d'élevage où il y a certainement beaucoup de besoins. Donc voilà le type de partenariat qu'on peut mettre en place. Mais oui, c'est se faire connaître nos compétences. C'est mon travail, justement, entre autres, c'est de faire connaître ce qu'on fait pour pouvoir mobiliser d'autres personnes. C'est vrai que par rapport au microplastique, on a une expertise qui est importante, et je pense que ça peut intéresser beaucoup de collectivités pour lutter contre ce fléau, en fait, de mettre en place des programmes d'études de leur territoire. Et nous, on sait faire ça, par exemple. Est-ce que, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu as une fierté en particulier ou une anecdote? Je sais que c'est aussi un milieu où règne aussi la confidentialité. Est-ce que, par exemple, justement, tu parles de microbiote, tout à l'heure, tu parlais du plastique. Est-ce qu'il y a, Labocea a participé à quelque chose où tu as mis en place avec ton équipe quelque chose dont tu es fier en particulier? Ou sinon, est-ce qu'il y a, je sais pas, une anecdote? On parlait tout à l'heure justement de l'échouage malheureux d'animaux marins. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager où tu aurais participé à quelque chose et qui t'aurait marqué en fait dans ton activité? Alors, je suis souvent marquée par notre activité, parce qu'on la trouve souvent où on l'attend pas. En fait, justement, par exemple, quand on parlait des mammifères marins, c'est vrai que ça, c'est quelque chose de très particulier. Oui, ça, je peux dire que je suis assez fière de participer à la surveillance de la faune sauvage. On le fait aussi dans les terres. Hein. On est aussi en partenariat avec l'Office français de la biodiversité sur les animaux aussi dans les forêts. Donc, ils sont quand quelqu'un trouve un animal mort, en fait, il est aussi autopsié. Et c'est vrai que ça, c'est une fierté de surveiller cette faune sauvage pour pouvoir prévenir des épidémies dans ces troupeaux ou chez ces animaux sauvages qui peuvent en plus parfois toucher après les élevages ou toucher les humains. Ça, c'est une fierté, parce que on fait vraiment un travail de veille et de sentinelle. Et c'est vrai que c'est un travail de l'ombre, et c'est très important. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce travail-là de surveillance, eh bien, on est exposé à tout type d'épidémie, que ce soit chez les animaux ou chez les humains. Est-ce qu'il y aurait un domaine, un axe que j'aurais oublié et sur lequel tu aurais voulu partager? J'aime bien laisser un petit peu le mot de la fin à l'invité, ou une anecdote ou un jeu. Voilà, je te laisse en général clôturer. Ça peut être aussi, je sais pas, la communication qui est ton métier, peut-être en lien avec une communication plus responsable. Voilà, c'est une question que je pose à la fin. Est-ce que je te laisse la minute ou la seconde ou le petit mot de la fin, sans obligation? L'anecdote, c'est cet hiver, quand vous mangerez des fruits de mer à Noël, vous saurez que derrière, en tout cas pour les coquillages, il y a des analyses qui sont faites, et ça permet de sécuriser l'alimentation, surtout pour la pêche à pied. En fait, les gens qui font de la pêche à pied, voilà, ils sont dépendants de nos analyses. Ça veut dire que tous les pêcheurs à pied, en tout cas tous les pêcheurs à pied, qu'ils soient amateurs, ne peuvent pas pêcher et repartir chez eux? Si, mais simplement, parfois il y a des pêches interdites. Ça, c'est l'Ifremer qui le définit. Hein. Nous, on travaille pour l'Ifremer. Je dis c'est nos analyses qui le définissent, mais c'est parce que l'Ifremer fait appel à nous. Hein. Et du coup, en fait, oui, s'il y a des analyses qui sont mauvaises sur ces analyses de veille, eh bien, il y a des plages qui vont être fermées à la pêche. Ok.
Merci beaucoup, Mona, pour nous avoir aidé à dépoussiérer ce monde un petit peu, c'est pas obscur, mais c'est vrai que voilà, le labo, effectivement, n'est pas privé, mais public. Ce n'est pas un laboratoire de recherche, ni pharmaceutique. Il y a un vrai lien avec, j'aime bien, tu as utilisé le mot sentinelle. C'est un mot qui me parle beaucoup depuis des années. J'adore ce terme. Et d'ailleurs, je rebondis sur, tu parlais des huîtres, mais les coquillages, les huîtres et les moules sont de véritables sentinelles dans le monde de la mer. J'ai travaillé très longtemps dans le monde de l'huître. Et on disait en général, les huîtres, ou les moules d'ailleurs, et n'importe quel coquillage, quand ils s'ouvrent de façon anormale et quand tout l'élevage s'ouvre, en général, c'est une très belle indication sur une pollution de l'eau. Et c'est pour ça qu'à l'époque, on parlait beaucoup des coquillages comme les sentinelles de la mer, qui nous donnent beaucoup d'informations. Merci beaucoup pour cet épisode, Mona.